Vers 794, en Scandinavie, naît un enfant qui va terrifier toute l'Angleterre. Son nom, Ivar Ragnarsson. Mais on ne l'appellera jamais ainsi. Pour l'histoire, il restera Ivar le Désossé. Ce surnom cache l'un des plus grands mystères de l'ère viking. Pourquoi le Désossé? Plusieurs théories s'affrontent depuis plus de 1000 ans, et aucune ne fait vraiment l'unanimité. La légende la plus répandue raconte que tout commence avec une malédiction. Aslaug, la mère d'Ivar et épouse du célèbre Ragnar Lodbrok, était réputée pour ses pouvoirs de prophétie. Quand elle tombe enceinte d'Ivar, elle avertit Ragnar d'un danger précis. Ils ne doivent pas avoir de relations sexuelles pendant les 3 jours qui suivent leur mariage. Si Ragnar ne respecte pas cette condition, leur enfant naîtra maudit. Ragnar, emporté par le désir, ignore l'avertissement de sa femme. Les conséquences sont immédiates. Quand Ivar vient au monde, son corps est différent. Ses jambes ne peuvent pas le porter. Certains textes affirment qu'il possédait du cartilage à la place des os. D'autres qu'il souffrait d'une maladie rare, appelée ostéogenèse imparfaite, la maladie des os de verre. Cette pathologie rend les os extrêmement fragiles, cassant au moindre choc. Mais voilà où ça devient intéressant. D'autres sources scandinaves racontent une toute autre histoire. Pour elles, le surnom d'Ivar n'a rien à voir avec une infirmité. Au contraire, il décrirait sa souplesse extraordinaire au combat. Certains poèmes nordiques le décrivent comme un homme sans aucun os, tellement agile et flexible qu'il semblait pouvoir se contorsionner dans toutes les directions. Cette flexibilité hors du commun lui donnait un avantage énorme dans les combats rapprochés. Il pouvait esquiver les coups là où les autres guerriers tombaient. Il se mouvait comme un serpent, insaisissable et mortel. Une troisième explication vient d'un historien nommé John Heywood. Selon lui, le surnom pourrait faire référence à un viking du 9e siècle dont les os se sont ratatinés après avoir pillé le monastère de Saint-Germain près de Paris. Cette version lie directement le surnom à une punition divine pour avoir profané un lieu sacré chrétien. Et puis, il y a l'interprétation étymologique. Le mot anglais « bone » signifie « os », mais il est apparenté au mot allemand « Bein » qui signifie « jambe ». Dans ce cas, le désossé pourrait simplement vouloir dire « sans jambes » ou « boiteux ». Les sources scandinaves mentionnent qu'Ivar était souvent porté sur un bouclier par ses guerriers. Est-ce parce qu'il ne pouvait pas marcher? Ou parce qu'il était soulevé en triomphe après chaque victoire comme le faisaient traditionnellement les Vikings pour honorer leur chef? La vérité, personne ne la connaît vraiment. Ce qui est certain, c'est qu'Ivar a bel et bien existé. Contrairement à son père Ragnar, dont l'existence historique est douteuse, Ivar apparaît dans de nombreux documents contemporains. Les chroniques anglo-saxonnes le mentionnent. Les annales irlandaises parlent de lui. Les sagas scandinaves lui consacrent des passages entiers, et tous s'accordent sur un point. Handicapé ou non, Ivar était l'un des guerriers les plus dangereux de son époque. Ivar grandit à Kattegat, au Danemark, entouré de ses frères. Halfdan, Hub, Sigurd, œil de serpente, et Björn, hôtes de fer. Dans la société viking, être le fils d'un chef légendaire comme Ragnar représente à la fois un privilège et un fardeau écrasant. On attend de ces garçons qu'ils égalent, voire surpassent les exploits de leur père. Pour Ivar, cette pression est d'autant plus forte qu'il doit constamment prouver sa valeur malgré son handicap supposé. Les Vikings ne sont pas tendres avec les enfants nés avec des défauts physiques. Dans leur culture, un bébé infirme est souvent abandonné dans la forêt pour mourir. C'est la loi du plus fort dans sa forme la plus brutale. Ragnar aurait d'ailleurs voulu suivre cette tradition quand Ivar est né. Mais Aslaug s'y oppose farouchement. Elle voit en son fils quelque chose que les autres ne perçoivent pas, une intelligence hors du commun, une volonté de faire, une capacité à transformer la faiblesse en force. Et elle a raison. Dès son plus jeune âge, Ivar compense son handicap physique par une intelligence stratégique remarquable, là où ses frères excellents dans la force brute et le maniement des armes. Ivar développe un esprit tactique supérieur. Il passe des heures à observer, à analyser, à planifier. Il comprend que la guerre ne se gagne pas seulement avec des muscles, mais avec un cerveau. Il étudie les mouvements de troupes comme un joueur d'échecs étudie l'échiquier. Chaque bataille est un puzzle à résoudre, et Ivar adore résoudre les puzzles. La société viking valorise les guerriers capables de devenir des berserkers, ces combattants
qui entre dans une fureur incontrôlable, leur donnant une force quasi surnaturelle. Ivar développe sa propre version de cette rage. Mais la sienne est froide, calculée. Quand il se bat, il ne perd jamais le contrôle. Au contraire, sa fureur augmente sa concentration. Elle affûte son esprit comme une pierre à aiguiser affûte une lame. Les relations avec ses frères sont complexes. Ubbe et Halfdan, les aînés, le respectent pour son intelligence même s'ils ne comprennent pas toujours ses méthodes. Björn, le demi-frère né d'une autre union de Ragnar, maintient une distance prudente. Mais avec Sigurd, c'est différent. Les deux frères se détestent cordialement. Sigurd ne rate jamais une occasion de rappeler à Ivar son handicap, de le rabaisser devant les autres. Ces humiliations forgent en Ivar une rage froide qui le poussera toute sa vie. Quand Ragnar disparaît, après sa défaite désastreuse à Paris, les fils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Aslaug, leur mère, sombre dans l'alcool et la dépression. Les années passent sans nouvelles du père légendaire. Ubbe, Sigurd et Halfdan commencent à en vouloir à Ragnar de les avoir abandonnés. Ils le considèrent comme un lâche qui a préféré fuir plutôt qu'affronter ses responsabilités. Seul Ivar refuse de le condamner. Pour lui, être un grand guerrier viking passe avant tout, même avant la famille. Cette loyauté absolue envers la mémoire de son père va définir toute sa vie. 865 après Jésus-Christ. Une nouvelle arrive en Scandinavie qui va tout changer. Ragnar Lodbrok est mort. Mais pas dans son lit, pas en guerrier tombé au combat. Il est mort dans l'humiliation la plus totale. Le roi Ael de Northumbrie l'a capturé lors d'un raid raté en Angleterre. Au lieu de lui accorder une mort honorable, Ael a choisi le supplice le plus cruel qu'il pouvait imaginer. Il a fait jeter Ragnar dans une fosse remplie de serpents venimeux. Quand cette nouvelle parvient aux oreilles des fils de Ragnar, leur réaction est immédiate et unanime. Pour la première fois, les 5 frères s'unissent dans un seul but, venger leur père. Peu importe leur rivalité, leurs différends, le meurtre de Ragnar efface tout. Dans la culture viking, ne pas venger un membre de sa famille est la pire des hontes. C'est une tâche qui salit l'honneur pour des générations. Mais Ivar voit plus loin que la simple vengeance. Ses frères veulent tuer Ael et rentrer chez eux. Ivar, lui, a une vision bien plus ambitieuse. Pourquoi se contenter de tuer un roi quand on peut conquérir son royaume? Pourquoi faire un simple raid quand on peut établir un empire? Les Vikings ont l'habitude de piller et de repartir. Ivar veut changer cette mentalité. Il veut que les Scandinaves cessent d'être des pirates pour devenir des colonisateurs, des bâtisseurs de royaumes. Il convainc ses frères de voir les choses en grand. Ensemble, ils commencent à rassembler une armée, pas une bande de quelques centaines de guerriers comme dans les raids habituels. Non, Ivar vise quelque chose de jamais vu. Il recrute dans tout le Danemark, en Norvège, en Suède. Il contacte tous les jarls, tous les chefs de clan. Il leur vend un rêve. Conquérir l'Angleterre, ce pays riche où les monastères regorgent d'or, où les terres sont fertiles, où l'avenir des Vikings peut s'écrire en lettres de sang et de gloire. La réponse dépasse toutes les attentes. Des milliers de guerriers affluent de toute la Scandinavie. Ils viennent avec leurs armes, leurs drakars, leur soif de richesse et de combat. L'armée qui se forme est si massive que les chroniques anglo-saxonnes la nomment avec terreur, la grande armée païenne. Jamais les îles britanniques n'ont vu une telle concentration de forces vikings. Les estimations varient, mais on parle de plusieurs milliers d'hommes, peu, être même 10 000 guerriers. Pour l'époque, c'est colossal. Ivar prend naturellement la tête de cette armée avec ses frères Halfdan et Ubbe. Mais tout le monde sait qui tire vraiment les ficelles. C'est Ivar qui élabore la stratégie. Ivar qui choisit les cibles. Ivar qui décide quand attaquer et quand négocier. Ses frères ont la force et le charisme, mais Ivar a le cerveau. Et dans cette configuration, c'est le cerveau qui commande. La flotte viking, qui quitte les côtes scandinaves à l'automne 865, est impressionnante. Des centaines de drakars, ces navires longs et effilés qui ont fait la terreur de l'Europe pendant 2 siècles. Ils traversent la mer du Nord et débarquent en Est-Anglie, sur la côte est de l'Angleterre. Les anglo-saxons n'ont jamais rien vu de tel. Habituellement, les Vikings arrivent, pillent quelques villages et repartent. Cette fois, ils débarquent, installent un camp fortifié et ne montrent aucune intention de repartir. Le roi d'Est-Anglie,
terrifié par cette armada, prend la seule décision sensée. Il négocie. Il fournit des chevaux aux Vikings, leur permet de passer l'hiver sur ses terres en échange d'une promesse qu'ils ne pileront pas son royaume. Ivar accepte volontiers. Il n'est pas venu pour l'Est Anglie. Sa cible, c'est la Northumbrie. Sa cible, c'est Aelle. Et pour atteindre Aelle, il a besoin de chevaux. Le roi d'Est Anglie vient de lui offrir exactement ce dont il a besoin. Pendant tout l'hiver, 865, 866, les Vikings se préparent. Ils s'entraînent, affûtent leurs armes, planifient leur attaque. Ivar étudie la géographie de la Northumbrie, les défenses de ses villes, les forces militaires d'Aelle. Il interroge les marchands, les voyageurs, tous ceux qui peuvent lui donner des informations. Quand le printemps arrive, il connaît la Northumbrie aussi bien que n'importe quel Northumbrien. Le 1er novembre 866, la grande armée viking se met en marche vers le nord. Elle traverse la Mercie sans rencontrer de résistance majeure. Les Merciens, terrifiés par cette force colossale, préfèrent laisser passer les envahisseurs plutôt que risquer une confrontation. La cible est claire. York, la capitale de la Northumbrie, le cœur du royaume d'Aelle. Et voilà que la chance sourit à Ivar. La Northumbrie est déchirée par une guerre civile. Le roi Aelle et son rival Osbert se disputent le trône depuis des mois. Leurs armées s'affrontent régulièrement. Les défenses de York sont affaiblies. Une partie de la garnison a été envoyée combattre dans la guerre civile. C'est le moment parfait pour attaquer. Les Vikings arrivent devant York un jour de brume. La ville est l'une des deux grandes cités de l'Angleterre anglo-saxonne avec Londres. Elle est entourée de murailles romaines, vieilles de plusieurs siècles, mais toujours imposantes. Normalement, prendre une ville fortifiée demande des semaines, voire des mois de siège. Ivar n'a pas l'intention d'attendre aussi longtemps. Il lance l'assaut à l'aube quand les défenseurs sont encore endormis. La tactique viking repose sur la vitesse et la brutalité. Des échelles sont lancées contre les murs, les berserkers. Ces guerriers fous furieux, escaladant premiers, indifférents aux flèches et aux pierres qui pleuvent sur eux. Une fois qu'ils ont établi une tête de pont sur les remparts, le reste de l'armée suit. Les portes sont ouvertes de l'intérieur. En quelques heures, York tombe. La résistance est minimale. Les habitants sont massacrés ou réduits en esclavage. La cathédrale est pillée. Les Vikings s'installent dans la ville comme s'ils en avaient toujours été les maîtres. Pour Ivar, c'est une victoire stratégique majeure. York n'est pas n'importe quelle ville. C'est un carrefour commercial vital, un centre de pouvoir politique. En contrôlant York, il contrôle toute la Northumbrie. Mais surtout, en prenant York, il force Aelle à réagir. Et c'est exactement ce qu'il veut. La nouvelle de la chute de York se répand comme une traînée de poudre. Aelle et Osbert comprennent que leur guerre civile est devenue secondaire. Face à l'invasion viking, ils n'ont qu'une option, s'unir ou mourir séparément. Pour une fois, les deux rivaux mettent leurs différends de côté. Ils rassemblent leurs armées et marchent sur York pour reprendre la ville. Le 21 mars 867, l'armée northumbrienne arrive devant York. Elle est nombreuse, motivée, conduite par deux rois. Les Northumbriens sont convaincus qu'ils peuvent reprendre leur capitale. Au début, tout se passe bien pour eux. Ils parviennent à percer les défenses extérieures. Ils entrent dans les rues de la ville. La bataille fait rage maison par maison, rue par rue. Mais c'est là qu'Ivar révèle son génie tactique. Les rues étroites de York annulent l'avantage numérique des Northumbriens. Dans ces ruelles serrées, les guerriers vikings, habitués aux combats rapprochés, massacrent les anglo-saxons. Leurs haches et leurs épées courtes sont parfaites pour ce type d'affrontement. Les Northumbriens, avec leurs lances et leur formation en rang, sont complètement inadaptés à ce terrain. C'est un carnage. Les guerriers d'Aelle et d'Osbert tombent par dizaines, par centaines. Ceux qui tentent de fuir sont rattrapés et tués. Ceux qui se rendent sont exécutés sur place. À la fin de la journée, le sol de York est couvert de cadavres. Et parmi eux, deux corps particulièrement importants, ceux d'Aelle et d'Osbert. Les deux rois de Northumbrie sont morts. Leur royaume n'a plus de dirigeants. Pour Aelle, la mort arrive vite sur le champ de bataille. Mais Ivar n'a pas l'intention de le laisser partir aussi facilement. Quelques soldats northumbriens sont encore vivants, terrifiés, cachés dans les ruines. Ivar leur fait passer un message simple. Retrouvez le corps d'Aelle et amenez-le-moi, ou mourrez.
Les soldats obéissent. Ils fouillent les cadavres pendant des heures. Finalement, ils retrouvent le corps du roi. Ou plutôt, ils retrouvent Aël encore vivant, grièvement blessé mais respirant. Ils le traînent devant Ivar. Et c'est là que commence vraiment la vengeance. Aël est attaché à un chariot, conduit par Ivar lui-même. Pendant des heures, il est traîné à travers la forêt, son corps heurtant les pierres et les racines. Chaque choc le fait hurler de douleur. Les Vikings, qui suivent le cortège rient, crachent sur lui, le maudissant. Finalement, le chariot s'arrête devant une fosse isolée dans la forêt. La fosse aux serpents. L'endroit exact où Aël a fait jeter Ragnar. Les fils de Ragnar entourent le roi déchu. Aël comprend qu'il va mourir. Il tente une dernière fois de sauver sa vie. Il offre de l'or, de l'argent, des terres. Il est prêt à donner tout ce qu'il possède pour être épargné. Ivar le regarde avec un mépris glacial. « Mon père valait plus que tout l'or et l'argent du monde », dit-il simplement. Aël est détaché du chariot et forcé à s'allonger face contre terre sur un banc en bois construit spécialement pour l'occasion par Floki, le charpentier de l'armée viking. Ce qui va suivre est l'un des supplices les plus atroces jamais inventés. L'aigle de sang, en vieux norrois Blodörn. Björn, l'aîné des fils de Ragnar, se tient au-dessus d'Aël avec une hache. Le supplice commence. La lame s'enfonce dans le dos du roi, traçant une ligne le long de sa colonne vertébrale. Aël hurle. Björn continue méthodiquement, incisant la peau de chaque côté de la colonne. Puis vient la partie la plus horrible. Un à un, Björn détache les côtes de la colonne vertébrale avec la hache. Chaque coup résonne dans la forêt, accompagné des cris d'agonie d'Aël. Les côtes sont cassées, pliées vers l'extérieur comme les ailes d'un oiseau. C'est de là que vient le nom du supplice. Les côtes déployées ressemblent aux ailes d'un aigle. Mais ce n'est pas terminé. Les poumons d'Aël sont arrachés de sa poitrine et étalés sur ses épaules ensanglantées, complétant l'image de l'aigle. Selon certaines sources, du sel est versé dans les plaies pour augmenter la souffrance. Tout au long du supplice, Ivar reste à côté, observant chaque détail. Son visage ne trahit aucune émotion. Il regarde l'homme qui a tué son père mourir dans une agonie indescriptible. Aël met plusieurs heures à mourir. Quand c'est enfin terminé, les Vikings accrochent son corps mutilé à un arbre près de la fosse aux serpents comme un avertissement pour tous ceux qui oseraient défier les fils de Ragnar. Le message est clair. Quiconque touche à notre famille subira un sort pire que la mort. L'historicité de l'aigle de sang fait débat parmi les chercheurs. Certains pensent que c'était un rituel réel, une forme de sacrifice odinique réservé aux ennemis les plus détestés. D'autres estiment que c'est une invention des chroniqueurs chrétiens, désireux de diaboliser les Vikings païens. D'autres encore suggèrent que c'est une mauvaise interprétation de poèmes skaldes, évoquant des aigles et des corbeaux dévorant les cadavres sur les champs de bataille. Mais dans l'imaginaire collectif, l'aigle de sang reste associé à Ivar et à sa vengeance contre Aël. Vrai ou exagéré, ce récit illustre la réputation terrifiante qu'Ivar s'est construite. Avec la mort d'Aël et d'Osbert, la Northumbrie n'a plus de roi, plus d'armée organisée. Elle tombe comme un fruit mûr dans les mains des Vikings. Ivar et ses frères installent leur propre administration. York devient Jorvik, une ville viking. Des colons scandinaves commencent à arriver, attirés par les terres fertiles et les opportunités. Le royaume de York est né, un état viking en terre anglaise. Mais Ivar n'a pas l'intention de s'arrêter là. Il a goûté au pouvoir, à la conquête, et il en veut plus. En 867, la grande armée se remet en marche vers le sud. La cible suivante, la Mercie, le royaume du centre de l'Angleterre. Le roi Burgred de Mercie voit arriver cette armée massive et prend peur. Il appelle à l'aide son allié, le roi Alfred du Wessex. Ensemble, ils pensent pouvoir repousser les Vikings. Les deux rois rassemblent leurs armées et marchent sur Nottingham, où les Vikings se sont installés pour l'hiver. Un long siège commence. Les Anglo-Saxons entourent la ville, coupent les approvisionnements. Mais Ivar n'est pas inquiet. Il sait que ses adversaires ne peuvent pas maintenir un siège indéfiniment. Leurs armées sont composées de fermiers qui doivent retourner travailler leurs terres. Le temps joue en faveur des Vikings. Après plusieurs semaines de siège qui ne mènent nulle part, Burgred comprend qu'il ne peut pas gagner militairement. Il propose de négocier. Ivar accepte. Les termes de l'accord sont simples. Burgred
paie une énorme rançon en or et en argent, et les Vikings quittent Nottingham. Ivar empoche l'argent et retourne tranquillement à York. Il n'avait jamais eu l'intention de rester à Nottingham de toute façon. Son objectif était de remplir les coffres de guerre pour la prochaine campagne. En 869, Ivar décide que c'est le moment de retourner en Est-Anglie. Ce royaume avait été épargné lors de l'invasion initiale, mais maintenant qu'il n'a plus besoin de leur coopération, Ivar n'a aucune raison de les ménager. La grande armée déferle sur l'Est-Anglie comme une vague de destruction. Les villes sont pillées, les monastères brûlés, les populations massacrées ou réduites en esclavage. Le roi Edmond d'Est-Anglie rassemble son armée et marche à la rencontre des envahisseurs. La bataille a lieu près de Thetford le 20 novembre 869. C'est un désastre pour les Anglo-Saxons. L'armée d'Edmond est écrasée. Le roi lui-même est capturé vivant et emmené devant Ivar. Edmond est un roi profondément chrétien, considéré par son peuple comme un souverain juste et pieux. Ivar lui propose un marché, devenir son vassal, se reconnaître comme subordonné aux Vikings et son royaume sera épargné. Edmond refuse catégoriquement. Se soumettre à des païens serait trahir sa foi et son peuple. Ivar hausse les épaules. Si le roi choisit la mort, qu'il en soit ainsi. Le martyre d'Edmond est raconté dans plusieurs chroniques médiévales. Selon la version la plus répandue, Edmond est attaché à un arbre. Les archers vikings l'utilisent comme cible, tirant flèche après flèche sur lui. Edmond refuse de renier sa foi malgré la douleur. Il prie à voix haute, invoquant le Christ. Les Vikings tirent jusqu'à ce que son corps soit criblé de flèches, jusqu'à ce qu'il ressemble à un hérisson. Finalement, Ivar ordonne qu'on le décapite pour en finir. Sa tête est jetée dans la forêt voisine. Selon la légende chrétienne, quand les fidèles d'Edmond partent à la recherche de sa tête pour lui offrir une sépulture digne, ils la retrouvent intacte, protégée par un loup qui veillait sur elle. Le corps est enterré à Beodrixworth, qui sera plus tard rebaptisé Bury St Edmunds en l'honneur du roi martyr. Edmond est rapidement vénéré comme un saint. Il devient le saint patron de l'Angleterre, avant d'être remplacé par Saint Georges au XIVe siècle. Pour Ivar, le martyr d'Edmond renforce sa réputation de cruauté impitoyable. On commence à l'appeler le roi berserker, un titre qui mélange la fonction royale et la férocité du guerrier fou. Les chroniqueurs chrétiens le décrivent comme un monstre assoiffé de sang, un païen démoniaque qui prend plaisir à tuer les serviteurs de Dieu. Cette image noire va le suivre pendant des siècles. Après la conquête de l'Est-Anglie, 3 des 4 royaumes anglo-saxons sont tombés sous domination viking, la Northumbrie, l'Est-Anglie et bientôt la Mercie. Seul le Wessex au sud-ouest résiste encore. Et le Wessex a un problème. Il est gouverné par le jeune roi Alfred, qui va plus tard être surnommé Alfred le Grand. En 871, la grande armée viking, renforcée par de nouveaux contingents venus de Scandinavie sous le commandement d'un chef nommé Guthrum, décide d'en finir avec le Wessex. C'est le dernier obstacle avant la domination totale de l'Angleterre. Les Vikings lancent une série d'attaques dévastatrices. Ils prennent Reading, puis marchent sur Londres. Le roi Aethelred du Wessex, le frère aîné d'Alfred, les affronte dans plusieurs batailles. Certaines sont des victoires anglo-saxonnes, d'autres des défaites. C'est une guerre d'usure brutale. Puis Aethelred meurt de ses blessures. Alfred, alors âgé de seulement 22 ans, hérite d'un royaume au bord de l'effondrement. Ses armées sont épuisées, ses villes sont assiégées. Les Vikings contrôlent une grande partie du territoire. Alfred prend une décision pragmatique. Il négocie. Il paye aux Vikings une énorme somme d'argent, un Danegeld, pour qu'ils quittent le Wessex. Ivar accepte l'argent et ordonne à son armée de se retirer. Mais ce n'est pas une défaite pour lui. Au contraire, c'est une victoire stratégique. Il a obtenu exactement ce qu'il voulait. De l'or pour payer ses troupes, du temps pour consolider ses conquêtes dans le nord, et la reconnaissance implicite par Alfred que les Vikings sont désormais un pouvoir permanent en Angleterre. C'est à ce moment qu'Ivar fait quelque chose de surprenant. Il laisse le commandement de la grande armée à ses frères Halfdan et Ubbe, ainsi qu'à Guthrum. Il ne va pas rester pour affronter Alfred. Il a d'autres projets, d'autres ambitions. Certaines sources suggèrent qu'il part pour l'Irlande, où il participe à des raids et établit peu être des colonies. D'autres pensent qu'il retourne en Scandinavie pour consolider son pouvoir là-bas.
La décision d'Ivar de quitter l'Angleterre en 871 reste mystérieuse. Pourquoi abandonner la grande armée au moment où la victoire totale semble à portée de main? Plusieurs théories existent. Peu, Être était-il malade? Peu. Être avait-il des affaires urgentes à régler en Scandinavie? Peu. Être sentait-il qu'Alfred était plus dangereux qu'il n'y paraissait et préférait laisser ses frères gérer ce problème? Ou peu, Être tout simplement que pour lui, la vengeance de son père était accomplie. Aelle était mort. L'Angleterre était conquise. Le reste ne l'intéressait plus. Sans Ivar, la campagne contre le Wessex se poursuit, mais avec moins de succès. Guthrum continue à attaquer Alfred pendant des années. En 878, il parvient presque à le vaincre définitivement. Alfred doit se réfugier dans les marais de Somerset avec une poignée de fidèles. Mais le roi du Wessex ne se rend pas. Il reconstruit son armée en secret et contre-attaque à la bataille d'Eddington. Cette fois, les Vikings sont vaincus. Guthrum est forcé de se convertir au christianisme et de signer un traité de paix avec Alfred. Le traité établit la frontière du Danelaw, la zone sous contrôle viking, qui couvre environ un tiers de l'Angleterre. Le Wessex reste indépendant. L'Angleterre est désormais divisée en deux, une partie anglo-saxonne au sud et à l'ouest, une partie scandinave au nord et à l'est. La mort d'Ivar est aussi mystérieuse que sa vie. Les sources divergent complètement, selon les annales d'Ulster, un document irlandais. Ivar de Dublin meurt en 873 d'une maladie soudaine et hideuse. Mais est-ce le même Ivar que notre conquérant? Certains historiens en doutent. D'autres pensent qu'Ivar a passé les dernières années de sa vie en Irlande, participant aux guerres entre les différents royaumes scandinaves établis là-bas. Une autre théorie suggère qu'Ivar est mort au combat contre Alfred le Grand entre 871 et 878, mais les chroniques ont voulu minimiser sa mort pour ne pas en faire un martyr viking. Après tout, les chroniqueurs étaient des moines chrétiens qui haïssaient les Vikings. Ils n'allèrent pas glorifier la mort d'un de leurs pires ennemis. En 1686, un ouvrier agricole nommé Thomas Walker découvre à Repton, dans le Derbyshire, un tumulus scandinave contenant les restes de quelques 250 personnes, dont 200 guerriers et 50 femmes. Au centre se trouve le squelette d'un homme de haut rang, enterré avec des armes de grande valeur. Le tumulus est situé près d'un ancien champ de bataille où la grande armée viking a combattu le roi Burgred de Mercie en 874. Certains pensent que ce pourrait être la tombe d'Ivar le Désossé. Le nombre impressionnant de guerriers enterrés avec lui indiquerait son statut très élevé. Mais aucune preuve définitive n'a jamais été trouvée. Ce qui est certain, c'est l'impact durable d'Ivar sur l'histoire de l'Angleterre. Avant lui, les Vikings étaient essentiellement des pirates, des raiders qui attaquaient, pillaient et repartaient. Ivar a transformé cette approche. Il a montré aux Scandinaves qu'il pouvait faire plus que piller. Il pouvait conquérir et coloniser. Il a établi des royaumes vikings durables en Angleterre, qui existeront pendant plus d'un siècle. Le Danelaw, qu'il a contribué à créer, va profondément influencer la culture anglaise. Des milliers de Vikings s'installent dans le nord de l'Angleterre. Ils épousent des anglo-saxonnes. Ils fondent des villes, cultivent des terres. La langue anglaise absorbe des centaines de mots scandinaves. Les noms de lieux dans le nord de l'Angleterre sont encore aujourd'hui majoritairement d'origine viking. York, qui était Eoforwick en anglo-saxon, devient Jorvik en norvégien, puis York. Grimsby, Whitby, Derby, tous ces noms trahissent l'origine scandinave. Les structures politiques aussi changent. Le Danelaw introduit des formes de gouvernement scandinave, plus démocratiques que le système féodal anglo-saxon. Les assemblées locales, les things, où les hommes libres peuvent voter, remplacent le pouvoir absolu des rois et des nobles. Ces innovations vont persister même après la reconquête anglo-saxonne du Danelaw au Xe-11e siècle. Ivar aurait aussi fondé la dynastie des Wee-Ymer, une famille celto-norroise qui va régner sur Dublin, les Hébrides, l'île de Man et une grande partie de la côte ouest de l'Écosse pendant des générations. Ses descendants seront parmi les rois les plus puissants de la mer d'Irlande jusqu'au XIIe siècle. Si cette attribution est correcte, alors l'influence d'Ivar s'étend bien au-delà de l'Angleterre, touchant aussi l'Irlande et l'Écosse. Dans les sagas scandinaves écrites au XIIIe et XIVe siècle,
Ivar devient une figure presque mythique. Il est décrit comme le plus intelligent des fils de Ragnar, celui qui combine la ruse de son père avec une cruauté surpassant tous ses frères. Les Skalds, ces poètes vikings, composent des vers sur ses exploits. Son nom devient synonyme de génie tactique et de vengeance implacable. Les chroniqueurs chrétiens, bien sûr, le voient différemment. Pour eux, Ivar est un fléau de Dieu, une punition divine envoyée pour châtier les péchés des Anglo-Saxons. Ils le décrivent comme un démon fait homme, un instrument du diable pour détruire la chrétienté. Cette image noire persiste pendant tout le Moyen-Âge. Ivar devient le type même du païen cruel et sanguinaire dans l'imagination européenne. Plus de 1000 ans après sa mort, Ivar le Désossé continue de fasciner historiens et amateurs d'histoire. Son personnage mélange tellement de faits établis et de légendes qu'il est parfois difficile de démêler le vrai du faux. Était-il vraiment handicapé ? Ou était-ce simplement un surnom poétique? A-t-il vraiment infligé le supplice de l'aigle de sang à Aël? Ou est-ce une invention des chroniqueurs chrétiens? Où et comment est-il mort? Ces questions resteront probablement sans réponse définitive. Ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'un homme nommé Ivar a joué un rôle central dans la conquête viking de l'Angleterre au 9e siècle. Les documents contemporains le mentionnent. Les chroniques anglo-saxonnes parlent de lui. Les annales irlandaises le citent. Il n'est pas un personnage purement légendaire comme son père Ragnar. Il a vraiment existé, vraiment conquis, vraiment marqué son époque. Son héritage est visible encore aujourd'hui dans la culture britannique. La division entre le nord et le sud de l'Angleterre, qui persiste dans les dialectes, les attitudes, même la politique, trouve en partie ses racines dans la période du Danelaw. Les noms de famille d'origine scandinave sont toujours courants dans le Yorkshire et les régions environnantes. L'ADN des habitants du nord de l'Angleterre montre une forte composante scandinave, héritage des colons vikings amenés par Ivar et ses frères. Dans la culture populaire moderne, Ivar a connu une renaissance. La série télévisée Vikings en a fait un personnage central, interprété par Alex Høeg Andersen. Cette version fictionnalisée d'Ivar le présente comme un génie tactique sadique, obsédé par la preuve de sa valeur malgré son handicap physique. La série prend de nombreuses libertés avec l'histoire réelle, mais elle a réintroduit Ivar dans la conscience populaire. Des jeux vidéo comme Assassin's Creed Valhalla incluent Ivar et la grande armée païenne dans leur trame narrative. Des romans historiques explorent sa vie et ses conquêtes. Des podcasts d'histoire se penchent sur son héritage. Des documentaires tentent de séparer les faits de la fiction. Ivar le Désossé n'a jamais été aussi présent dans l'imaginaire collectif qu'aujourd'hui. Ce qui rend Ivar si fascinant, c'est précisément ce mélange d'histoire et de légende. C'est un personnage qui aurait pu sortir d'un roman d'héroïque fantasy, et pourtant il a vraiment existé. Un guerrier peu, être handicapé, qui devient l'un des conquérants les plus redoutables de son époque. Un fils vengeur qui transforme un raid punitif en conquête d'empire. Un stratège brillant qui réinvente la manière dont les Vikings font la guerre. Son histoire nous rappelle aussi à quel point l'époque viking était complexe et nuancée. Les Vikings n'étaient pas que des barbares sanguinaires. Ils étaient aussi des explorateurs, des commerçants, des colonisateurs. Ils ont établi des routes commerciales de Bagdad à Dublin. Ils ont découvert l'Amérique 5 siècles avant Colombe. Ils ont fondé des villes, établi des lois, créé de l'art et de la littérature. Ivar incarne cette complexité. Il était cruel, sans aucun doute. Mais il était aussi intelligent, visionnaire, capable de penser au-delà des raids traditionnels pour bâtir quelque chose de durable. La question de son handicap reste centrale dans son mythe. Si Ivar était vraiment paralysé ou gravement handicapé, alors son histoire devient encore plus remarquable. Dans une société qui valorisait la force physique au-dessus de tout, réussir à devenir un chef militaire respecté et craint, malgré une infirmité, serait un exploit extraordinaire. Cela suggérerait une force de caractère et une intelligence tactique tellement supérieure qu'elle compensait largement son handicap physique. Mais même si le surnom le Désossé ne faisait référence qu'à sa flexibilité ou était une métaphore poétique, l'histoire d'Ivar reste impressionnante. Il a mené une armée de milliers d'hommes à travers la mer du Nord. Il a conquis 3 royaumes. Il a vaincu des dizaines d'adversaires. Il a changé le cours de l'histoire anglaise. Peu importe que ses jambes aient fonctionné ou non,
Son cerveau, lui, fonctionnait parfaitement. La conquête d'Ivar et de la grande armée païenne marque un tournant dans l'histoire viking. Avant 865, les raids scandinaves en Europe étaient opportunistes et désorganisés. Après 865, ils deviennent stratégiques et coordonnés. Les Vikings passent du statut de pirates à celui de conquérants légitimes. Ils ne pillent plus seulement, ils gouvernent. Cette transformation n'aurait probablement pas eu lieu sans Ivar. Ses frères étaient de bons guerriers, mais lui avait la vision. Il a compris que l'Angleterre n'était pas qu'une source de butin, mais une terre riche et fertile que les Scandinaves pouvaient coloniser. Il a compris que les royaumes anglo-saxons, divisés et faibles, étaient mûrs pour la conquête. Et il avait les compétences tactiques et le leadership nécessaires pour transformer cette vision en réalité. Les vagues d'invasion vikings vont continuer pendant encore 2 siècles après la mort d'Ivar. Le roi danois Sven, à la barbe fourchue, conquéra toute l'Angleterre en 1013. Son fils Knut le Grand régnera sur un empire comprenant l'Angleterre, le Danemark et la Norvège. En 1066, Harald Hardrada de Norvège tentera une dernière invasion de l'Angleterre, mais sera vaincu et tué à la bataille de Stamford Bridge. Ironiquement, cette dernière tentative viking ouvre la porte à une autre invasion. Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et descendant des Vikings installés en France un siècle plus tôt, traverse la Manche quelques semaines après Stamford Bridge. Il écrase l'armée anglo-saxonne épuisée à Hastings et devient roi d'Angleterre. Dans un sens, les Vikings finissent par gagner. Ce sont les descendants de colons scandinaves qui contrôlent finalement l'Angleterre, même s'ils se sont francisés entre-temps. Mais tout commence vraiment avec Ivar et la grande armée païenne en 865. Sans cette invasion, sans la création du Danelaw, l'histoire britannique aurait été complètement différente. L'Angleterre serait être restée un ensemble de petits royaumes anglo-saxons constamment en guerre les uns contre les autres. La langue anglaise n'aurait pas absorbé des centaines de mots scandinaves. La culture britannique aurait évolué dans une direction complètement différente. Ivar le Désossé, qu'il ait été paralysé, flexible ou simplement surnommé ainsi pour des raisons que nous ne comprendrons jamais, a changé le monde. Un homme venu des fjords glacés de Scandinavie a traversé la mer, conquis des royaumes, vengé son père et établi un empire. Peu de vies ont eu un impact aussi durable sur l'histoire européenne. Quand on marche dans les rues de York aujourd'hui, on foule les mêmes pavés que les guerriers d'Ivar. Quand on visite les musées vikings de la ville, on voit les armes et les bijoux que ces hommes ont laissés derrière eux. Quand on lit les panneaux de rue avec leurs noms scandinaves, on entend l'écho de la langue que parlaient Ivar et ses frères. 1150 ans après sa mort, sa présence se fait encore sentir. L'histoire d'Ivar le Désossé nous rappelle que la grandeur peut venir de sources inattendues, qu'un handicap n'est pas forcément un obstacle insurmontable, qu'avec assez d'intelligence, de détermination et de volonté, on peut surmonter n'importe quelle faiblesse, qu'un homme seul, avec une vision claire et la capacité de l'exécuter, peut changer le cours de l'histoire. C'est être la vraie leçon de la vie d'Ivar, pas ses conquêtes, pas ses victoires militaires, pas même sa vengeance spectaculaire contre le roi Ael. Mais le fait qu'un homme considéré comme inférieur par la société de son époque, qui aurait dû être abandonné dans la forêt à sa naissance, selon la coutume viking, a fini par devenir l'un des guerriers les plus craints et les plus respectés de son temps. Il a transformé ce qui aurait dû être une faiblesse mortelle en source de force. Il a compensé ce que son corps ne pouvait pas faire par ce que son esprit pouvait accomplir. Dans les sagas nordiques, les héros sont habituellement des géants de muscles capables de fendre des crânes d'un seul coup de hache. Ivar est différent. Il représente un autre type de héros, l'intelligent, le stratège, celui qui gagne par la ruse plutôt que par la force brute. C'est être pour ça que son histoire a traversé les siècles. Parce qu'elle montre que la vraie force ne vient pas des muscles, mais du cerveau. Que la vraie puissance ne réside pas dans les jambes qui nous portent, mais dans l'esprit qui nous guide. Ivar le Désossé meurt quelque part entre 870 et 873, dans des circonstances qui restent obscures. Mais son héritage, lui, est clair comme le jour. Il a ouvert l'Angleterre à la colonisation scandinave. Il a créé le Danelaw. Il a vengé son père de la manière la plus spectaculaire possible. Il a prouvé qu'un viking pouvait être plus qu'un simple guerrier, qu'il pouvait être un roi, un stratège, un bâtisseur d'empire.
Et pour ça, même plus de 1000 ans après sa mort, on se souvient encore de son nom. On raconte encore ses exploits. On débat encore de ses méthodes. Ivar Ragnarsson, Ivar le Désossé, le roi berserker, le fils vengeur, le conquérant de l'Angleterre. Un homme devenu légende, un handicapé devenu terreur, un viking qui a changé le monde.